Et yo les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Comme vous le savez, au Japon il y a une très forte concurrence dans le domaine du divertissement, que ce soit les jeux vidéo, les animés, mais surtout les mangas. Tous les mois, tous les trimestres et tous les ans on découvre à chaque fois de nouvelles pépites, de nouveaux talents, de nouvelles idées et de nouveaux concepts. Mais malheureusement, autant pour les anciens que les nouveaux, il y a à chaque fois des classements de popularité, des niveaux de vente aussi qui vont soit décevoir les lecteurs comme les éditeurs, qui vont provoquer des fins prématurées pour les nouvelles pépites ou des fins bien avancées pour les anciens du game. Malheureusement le business ça pardonne pas, du coup les amis on va voir ensemble 3 mangas totalement différents qui ont subi un triste sort dans le Shonen Jump. D'ailleurs pour aujourd'hui je ne serai pas seul pour vous parler de ce sujet là, je serai accompagné de mon bro du YouTube Manga Otakult qui propose sur sa chaîne pas mal de vidéos travaillées, des concepts aussi de qualité sur le Weekly Shonen Jump, des analyses, des critiques et des découvertes sur les pépites manga. Du coup n'hésitez pas à aller vous abonner, il y aura bien sûr son lien dans le titre et dans la description. Et maintenant les amis on est parti pour la vidéo. On va commencer directement la vidéo avec un énorme gâchis qui m'a fendu le cœur quand le Jump a annoncé sa fin prématurée au bout de 3 volumes et 27 chapitres seulement, Tokyo Shinobi Squad. Si vous aimez Naruto, les combats épiques, les bons personnages stylés et les techniques démesurées, sachez que ce manga de Shinobi était fait pour vous. On y découvre Tokyo en 2049 avec un taux de criminalité en hausse à cause de la mondialisation et des différents business en plein essor. Les shinobi sont regroupés en différentes agences avec des bases secrètes évidemment à l'abri des regards pour régler tous les conflits contre de l'argent dans le plus grand des secrets. On y suit l'histoire de Jin Narumi, un shinobi reconnu et très puissant qui essaie de gagner sa vie en récoltant des informations et remplissant ses missions. Accompagné de ses amis, il a fondé l'agence shinobi Narumi Kai et ils ont réussi à s'imposer comme des shinobi de premier ordre, redoutés de tous. D'ailleurs Jin maîtrise les techniques ninjutsu des champs magnétiques, ce qui va lui offrir un panel de possibilités techniques et tactiques plutôt impressionnants qui vont le rendre quasi imprenable en 1 contre 1. Dans ce manga, tous les shinobi possèdent un pouvoir qui leur sont propres suivant l'enseignement qu'ils ont subi depuis leur enfance. L'entraînement pour maîtriser sa puissance et ses pouvoirs exige des shinobi plusieurs années d'entraînement et on devine dès le début qu'un même personnage n'aura pas énormément de pouvoir à part quelques dérivés du sien. Le fait de se limiter à un seul élément par shinobi évite le côté bullshit du héros ou de l'ennemi, et cela va aussi éviter qu'un personnage détienne à lui tout seul la force absolue, donnant ainsi des combats équilibrés, dynamiques et intéressants. Bien évidemment, on a un manga qui réunit tous les codes classiques du shonen et du neketsu, entre un pur mélange entre My Hero Academia et Naruto. Les personnages ont tous un style charismatique et leur chara-design fait largement partie des plus travaillés qu'on ait vu parmi les mangas qui n'ont pas eu leur chance sur la durée. Le scénario paraît assez classique de prime abord entre les héros qui interviennent pour sauver le peuple de la mafia des shinobi ou des organisations criminelles. On a aussi quelques arcs classiques comme les examens pour obtenir un meilleur grade d'agence et de shinobi, les traditionnels power-up bien évidemment qui vont venir alimenter l'histoire et les combats, et les discours moralisateurs sur la vie, les amis et tout ça. Les ennemis ont tout de même de bons objectifs, histoire bien évidemment de maintenir une tension dans l'histoire, et on sent que n'importe quel personnage aujourd'hui peut être malmené et tué dans le manga. Même si Tokyo Shinobi Squad montre de l'ambition intéressante avec un cadre et des bases bien posées, des personnages principaux et antagonistes badass, on ne peut pas nier que ça reste quand même dans ce qui se fait depuis toujours et surtout actuellement. On a certes une histoire intéressante qui possède une tonne de possibilités avec des pouvoirs et développements de personnages pas exploités dans les 20 premiers chapitres, mais il est vrai que les événements s'enchaînent quand même de manière prévisible et sans surprise, amenant chez certains lecteurs de la lassitude. Même si on est dans le déjà vu, on ne peut pas nier que les combats et les principes amenés par Tokyo Shinobi Squad sont quand même très bons et le déroulement plutôt intéressant. Le plus important dans une œuvre étant de créer de l'émotion chez le lecteur, le mangaka avait parfaitement réussi son coup de ce côté-là en seulement 27 chapitres. Pour moi la force de Shinobi Squad était avant tout d'apporter un successeur moderne à Naruto, bien meilleur au passage que Saimura 8 ou que certains mangas actuels du Jump ou que certaines pépites parties trop tôt. Le problème c'est qu'en 2020 nous avons beaucoup de concurrence qui essaie en tout cas d'émerger et de s'imposer dans le Weekly Shonen Jump et d'autres magazines, et chaque année malheureusement possède son lot de pépites en perdition. Tokyo Shinobi Squad aurait pu être incroyable sur la durée mais son faible classement et sa faible cote de popularité a malheureusement précipité sa fin, avec une ellipse réalisée après une fin d'arc pourtant bien amenée et intéressante, laissant ainsi une fin ouverte amenant à une possible suite dans l'avenir. En tout cas, si vous avez quelques heures devant vous, je vous conseille fortement d'aller lire les 27 chapitres, histoire de vous faire votre propre avis et vous rendre compte à quel point cette histoire aurait pu vous bouleverser. Steel Symphony est un shonen scénarisé par Narita Ryogo, l'auteur de Durarara, et dessiné par Amano Yoichi, ancien assistant d'Hideaki Sorachi, l'auteur de Gintama. Ouais, un duo plutôt prometteur sur le papier. Il a été prépublié en 2014 dans le célèbre Shonen Jump et pris fin en seulement 20 chapitres et 3 volumes aux éditions Shueisha. Voici donc de quoi ça cause. Jimbosho est une grande ville où différentes espèces cohabitent ensemble à la façon des êtres humains. C'est là que Jig, un jeune garçon, souhaite se rendre pour trouver quelqu'un qui pourra remédier à son sort. En effet, lorsqu'il était enfant, Jig était gravement malade. Il ne doit sa guérison qu'à un directeur d'orphelinat qui lui a offert un système d'aile en métal dans lequel se trouve l'esprit d'un sorcier maléfique. Tout cela greffé sur son dos.
Ce système le protège alors de toute attaque et les renvoie même avec 2 fois plus de puissance à leur source d'origine, ce qui lui a valu d'être exclu de la société humaine. Jig parviendra-t-il à retrouver la personne qu'il cherche au sein de Jimbosho malgré l'extravagance déluée des personnes, ou trouvera-t-il un moyen d'utiliser convenablement son mécanisme? Quand Alex m'a proposé de réaliser cette vidéo avec lui, j'ai directement pensé à cette petite perle qui restera éternellement mon plus grand regret concernant l'univers du manga. Un manga qui avait tout pour plaire et en premier lieu, un univers immense appelant à l'aventure. En effet, l'histoire prend place dans une ville urbaine où la réalité et le quotidien sont mélangés avec de la fantaisie, ce qui nous place donc dans un décor plutôt stylé. Cette fameuse ville de Jimbosho réunit énormément de races et différentes cultures de personnages, ainsi on peut y croiser des humains, des elfes, des nains, des golems, des cyborgs, des assassins, des vampires, des monstres, bref, ou même des morts vivants. Rien qu'avec ça, cela nous offre un large panel d'intrigues intéressantes et de thèmes à aborder pour le manga. Que ce soit la criminalité dont transpire cette ville, la discrimination, l'exclusion et donc cette différence entre les races souvent mises en avant. Mais au-delà de la variété et de sa richesse, l'univers de Stealth Symphony repose également sur un concept bien particulier, celui des héritages. Les héritages sont des objets magiques d'une valeur inestimable classés par rang de A à E selon leurs possibilités. Ils permettent de réaliser l'impossible et on peut en trouver sous différentes formes comme des bracelets, des anneaux ou même des médicaments. La ville même de Jimbosho a été bâtie sur les ruines de l'ancien territoire des dragons qui furent jadis chassés. Toute la planète porta alors son intention sur ce lieu par convoitise des héritages, et c'est comme ceci qu'une ville si atypique se forma, en unifiant une multitude de races très différentes les unes des autres. Ce qui est fort, c'est que le manga possède donc sa propre mythologie qui fascine aussi bien ses lecteurs que ses propres personnages en son sein. Des personnages variés et attachants au chara-design soigné, certains d'entre eux ont même de la profondeur en l'espace de seulement 3 petits tomes. Mais comme on parle d'un arrêt prématuré, forcément les auteurs ont été contraints de délaisser certains d'entre eux et certains développements. Je me demanderai toujours ce que ça aurait pu donner si les auteurs avaient eu le temps de développer leur intrigue sur le long terme. Pourtant, j'estime malgré tout que cette série mérite d'être lue, car les auteurs se sont tout de même démenés pour nous écrire une fin certes rushée et précipitée, mais surtout magnifiquement osée. Ce qui est encore plus fort, c'est que l'on ressent pleinement qu'elle a été inspirée par son propre sort. J'entends par là qu'elle se trouve à mi-chemin entre la tristesse et le regret d'avoir subi une fin aussitôt. On peut donc très bien interpréter cette fin comme une métaphore d'une aventure prématurée, faisant ainsi écho à l'arrêt prématuré que le manga a subi. De quoi rendre une fin marquante de manière subtile, afin d'éviter au lecteur de ressentir pleinement d'avoir lu, une série entièrement rushée. Qui plus est, le tout est sublimé par de magnifiques dessins nous offrant des doubles pages exceptionnelles et des scènes d'action à couper le souffle, un univers énorme qui a permis au dessinateur d'exprimer son talent en peu de temps au final, donc j'ose même pas imaginer les doubles pages qu'il aurait pu encore nous pondre, sans parler du découpage qui est vraiment propre, les traits de l'auteur apportent ainsi un réel dynamisme à l'œuvre. Vous l'avez compris, Stealth Symphony est l'illustration même de toute la sévérité et du côté impitoyable du Shonen Jump, un magazine basé sur une ligne éditoriale très stricte mettant en concurrence chacune de ses séries, ce qui permet à certaines d'entre elles de se nourrir de cette concurrence afin de devenir les classiques que l'on connaît aujourd'hui tels que Dragon Ball, One Piece ou encore Naruto, mais il y a aussi des séries qui finissent dans l'ombre de celles-ci malgré leur qualité et leur fort potentiel. Malheureusement pour nous, Stealth Symphony en fait partie, mais cela n'en fait pas pour autant un mauvais manga, bien au contraire. J'imagine que les lecteurs auraient peut-être certainement préféré que l'intrigue se pose plus calmement, que l'on nous présente les personnages plus longuement pour mieux les développer sur le long terme, mais pour ça il aurait fallu que le Jump laisse plus de temps aux auteurs, ce qui n'a pas été le cas. Il y avait des idées, des choses à raconter, un concept prometteur et surtout cet immense univers dont on n'aura jamais l'occasion d'explorer de fond en comble, et c'est peut-être ça qui fait la magie du manga à mes yeux finalement, car il a pris fin en gardant ses secrets, ses mystères qui ne nous seront alors jamais dévoilés. Il est temps de passer maintenant au plus gros morceau de la vidéo qui va au passage vous mettre une énorme claque de nostalgie mais aussi une claque de déception, Shaman King. Ce manga publié entre 1998 et 2004 compte 32 volumes dans sa version originale. Sauf que pour rappel, il s'agissait en réalité de la fausse fin de Shaman King, car le mangaka Hiroyuki Takei a dû renoncer à son manga, totalement abandonné par les lecteurs et les éditeurs. Shaman King n'a jamais bénéficié de véritable fin jusqu'à ce que l'auteur lui-même arrive finalement à créer une véritable fin par ses propres moyens, histoire de sauver les meubles d'une histoire totalement partie en miettes sur sa deuxième moitié. Aujourd'hui, nous avons la chance que l'éditeur Kana publie en France une star édition avec la véritable fin en 17 volumes assez balèze, ce qui équivaut en général à 34 ou 35 tomes sur l'original qui n'en comptait à la base que 32. Pour rappel, on y suit l'histoire de Yu Asakura, un descendant d'une forte lignée de chamans, les Asakura. Tous les 500 ans a lieu le Shaman Fight, donnant ainsi accès au trône du roi des chamans et au titre de Shaman King. Cela permet également aux chamans de rencontrer le roi des esprits, d'acquérir richesse, puissance et connaissance et de devenir un être absolu. Les chamans peuvent voir et combattre avec les esprits en fusionnant avec eux et en libérant ainsi leur puissance durant des affrontements épiques où la mort peut accueillir le chaman en tant que libération. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, l'anime Shaman King comptant 64 épisodes avait d'ailleurs fait découvrir la série au plus grand nombre, que ce soit en Europe ou au Japon.
Mais l'anime n'adapte en réalité qu'une faible partie du manga et sa publication était tellement rapide entre 2001 et 2002 que le manga était encore loin de sa fin. 80% de l'anime est différent du manga par rapport à l'enchaînement des événements, leur déroulement, le rôle de la plupart des personnages, la mort de certains et surtout le développement de l'univers. L'anime est en total roue libre et a fait sa propre interprétation du scénario et des idées de l'auteur, et on a donc quasiment deux histoires différentes sous la main entre voir l'anime et relire le manga qui nous offre carrément une toute nouvelle histoire. Mais si vous vous sentez nostalgique en parlant de Shaman King, sachez que ce manga restera comme l'un des plus gros gâchis du Jump, si ce n'est le plus gros gâchis. Bien qu'il ait bénéficié d'une fausse fin puis d'une vraie fin dans sa nouvelle édition, elle n'a absolument rien à voir avec les plans de base prévus par l'auteur. Celui-ci avait notamment parfaitement maîtrisé son récit sur les 15 ou 17 premiers tomes, et ceux d'ailleurs d'entre vous qui me suivent sur Twitter et Instagram ont pu découvrir au quotidien mes réactions et commentaires au fur et à mesure que je rattrapais la lecture. Et bien sachez qu'à partir du tome 17 ou 18, soit juste après la moitié, l'auteur est totalement parti en roue libre. L'auteur a voulu insister sur énormément de points entre la relation entre les chamans, les esprits, l'enfer, la vie, la mort et l'au-delà, et vous allez me dire que c'est normal, mais il a fait n'importe quoi. Si dans l'anime par exemple aucun des héros n'est mort ou ne découvre l'enfer, ici on a une relation limite amicale avec la mort. Les chamans peuvent mourir et ressusciter dans le manga, ce qui a totalement détruit le scénario établi. Alors que durant 17 tomes on s'inquiète de nos héros, de ce qu'ils vont devenir et comment ils vont rivaliser avec Ao, qui représente le plus grand boss imbattable tellement il est puissant, on découvre finalement que nos héros sont limite increvables et n'ont aucune pression sur les épaules. Côtoyer la mort et l'enfer représente limite leur quotidien dans le manga et renforce considérablement leur pouvoir, ce qui va leur offrir beaucoup de power-up hallucinants, pouvant multiplier par 10 ou plus la force des chamans. On a tellement de facilité scénaristique et tellement plus aucune crainte pour nos persos et nos héros que ça dégoûte totalement. Pour ceux qui me suivaient déjà sur Instagram et sur Twitter, vous savez à quel point j'ai souffert les amis pour terminer les 12 derniers tomes de l'édition originale. C'était vraiment l'enfer, on s'enfermait vraiment dans la spirale de la médiocrité et je peux vous garantir qu'à chaque fois qu'on touchait le fond, on pouvait toujours creuser un peu plus. Plus on avance et plus les combats sont courts, même pas détaillés, sans enjeu et ça se bat pour rien à 80% du temps. Il n'y a aucun véritable entraînement ou élément qui justifie un power-up, t'as des personnages qui disparaissent et reviennent comme si de rien n'était, puis la plupart du temps tu as des ellipses de temps ou alors t'es focus dans une situation et la page d'après tu passes à une autre situation, puis une autre, et toutes les intrigues finalement commencent à s'entremêler inutilement. On découvre des révélations plus what the fuck les unes que les autres et t'as des héros qui s'en sortent alors qu'ils sont totalement dépassés par les adversaires, mais au dernier moment le méchant finit toujours par se dire que c'est pas gentil d'être méchant donc au final on le laisse en vie. Puis l'auteur se met à penser qu'il a finalement oublié de développer certains personnages et certains concepts, qui va donc attendre le 30e tome pour être fait, qui va totalement ralentir encore une fois l'œuvre qui va tourner en rond depuis déjà plus de 15 tomes. Certes l'univers est large et tu peux faire plein de choses dans Shaman King, mais il y a 3/4 d'événements totalement what the fuck et osef qui se répètent et ne font rien avancer. Le mangaka s'est totalement fait dépasser par son œuvre et ses concepts qu'il avait lui-même établis à la base. D'ailleurs certains personnages qui semblent être importants dès le départ sont finalement totalement mis de côté au fur et à mesure et d'un chapitre à l'autre. Au final tu ne comprends plus forcément l'intérêt d'intégrer certains personnages quand certains à côté sont là depuis longtemps et ont finalement servi à rien. Autre point relou, les mecs se battent plus en dehors du Shaman Fight durant cet arc là que pendant le tournoi et les épreuves. À ce compte là, autant dire directement de faire une battle royale plutôt que de tourner autour du pot pendant plusieurs tomes. En plus je ne spoilerai absolument pas la fin, mais la fausse comme la vraie sont absolument horribles. En même temps il est impossible de rattraper 17 tomes forêts sur 32 et l'auteur l'a bien compris, malheureusement trop tard. Il ne savait même pas lui-même comment Yo allait vaincre Ao et comment terminer. Il a donc choisi la pire solution possible et je vous laisserai aller lire le manga pour juger ça. Au final, si je devais vous conseiller une seule chose, contentez-vous de la version de l'anime qui est certes moins complexe, moins développée et fournie sur les personnages et l'univers, mais elle a au moins le mérite de rester un peu cohérente et mieux amenée. Et quand une production d'anime gère beaucoup mieux le scénario d'un manga que son propre auteur, c'est là aussi qu'il faut se poser des questions. Ce manga n'a pas eu le succès soi-disant mérité, mais c'est simplement qu'il ne le méritait pas. Un vrai gâchis qui malheureusement a rejoint l'au-delà pour de bonnes raisons. Et voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo sur les 3 mangas du Jump qui ont disparu au fur et à mesure du temps, qui malheureusement n'ont pas eu forcément le succès qu'ils méritaient ou pas. Je vous laisserai en tout cas nous dire en commentaire si vous connaissez ces mangas, si vous ne les connaissez pas, votre avis là-dessus et sur notre vidéo. Je vous laisse évidemment vous abonner à ma chaîne, cocher la cloche et laisser de gros pouces bleus si la vidéo vous a plu. Je vous laisse également aller vous abonner à la chaîne de mon bro Otakult. N'oubliez pas aussi de me suivre sur Insta et Twitter, à tous les liens en description. À bientôt les gars pour une prochaine vidéo, ciao.